Donc, on présente Alors, juste l'émission en 30 secondes et puis après, on parle avec vous. On ne vous tient pas très longtemps. oui. Merci. Donc, bienvenue sur TMVL, Télémontargis Val-de-Loire. Comme le savez-vous, aujourd'hui, on vous a dit avec l'émission L'actualité et la semaine, on a comme invité notre député Jean-Pierre Dor de la 4e circonscription de Loiret et qui siège à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on a vu la situation justement, comme après avoir pris aussi contact avec les commerçants du centre-ville. Du centre-ville, on ressent de la colère et de la crainte. Tout à fait, ça, on développera ça après avec M. Dor. Monsieur Dor, vous êtes aussi le vice-président de la commission de santé à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Oui, tout à fait. Donc, on voulait faire un petit peu un point avec vous sur cette crise sanitaire parce que finalement, depuis le début, on a entendu des choses diverses et variées. Au début, on va remonter un petit peu. Le 15 mars, on nous a dit qu'on pouvait aller voter, on pouvait se rendre dans les bureaux de vote sans souci. Le 17 mars, on s'est retrouvé confinés. Au début, on nous disait de pas porter le masque. Ensuite, on nous a imposé le port du masque. Le 14 juillet, Emmanuel Macron, lors d'une allocution présidentielle, a dit qu'on était prêt à faire face à cette deuxième vague qui arrivait. Aujourd'hui, on voit qu'on est un peu enseveli sous cette deuxième vague. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Dor, de cette crise sanitaire qui frappe notre pays? Ben, si vous voulez, il y a eu, on le sait, des dysfonctionnements au niveau de l'organisation de cette crise sanitaire sur le plan gouvernemental, avec un problème au niveau de la pénurie des masques au début de la crise, au mois de janvier-février, puis une pénurie des tests diagnostiques avec l'absence de produits réactifs, etc. Donc, il y a eu des défauts. Ensuite, un grave défaut que nous avons pu constater dans la commission d'enquête, c'est qu'il y a l'absence d'un pilote dans l'avion et nous n'avons pas de pilotage unique au niveau de cette crise puisque c'est partagé entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le Premier ministre. Voilà, il y a une multitude de prises de parole, de prises de position et donc il suffirait d'avoir un pilote unique pour que cela fonctionne mieux. Là, après le confinement, le problème du déconfinement au mois de mai-juin a été quand même assez difficile parce qu'il y a eu un grand laxisme de la part de la population, en particulier des populations jeunes, qui ont cru que tout était terminé, qu'il n'y avait plus rien, et ils se sont laissés aller à de multiples rassemblements, des rassemblements de jeunes, des rassemblements de, comment dirais-je, multiples rassemblements dans beaucoup de villes de France, si bien qu'on a vu repartir effectivement cette épidémie et la deuxième vague arrive après ce laxisme d'été. Donc maintenant, le problème de cette deuxième vague est grave. On voit très bien qu'il y a une multitude d'hospitalisations, une multitude de décès qui repartent. Alors, la question que je pose, moi, régulièrement, c'est que vous avez des chiffres qui annoncent des 60 000 contaminés par jour. Le problème, je pense que c'est parce qu'on a multiplié les tests, puisqu'aujourd'hui, on fait 2 millions de tests par semaine, c'est-à-dire que vous avez 2 millions par semaine. Si vous faites la division par le nombre de jours, vous voyez que les contaminés sont des points positifs de l'ordre de 17 à 18% des tests effectués. Donc, ce ne sont pas des malades, ce sont des personnes jugés positifs. Donc, loin de là à dire qu'ils sont malades. Donc, il y a des réflexions à avoir sur tous ces chiffres et de savoir exactement la réalité des choses. Voilà. Mais aujourd'hui, cette crise, elle est là. Il va falloir absolument que l'on reprenne ce confinement de façon assez sérieuse et à éviter effectivement que l'on augmente le nombre d'hospitalisations dans les services hospitaliers. J'allais justement rebondir sur ce que vous disiez, qu'on est en plein dans la deuxième vague qui s'annonce terrible pour le monde hospitalier et pour la France. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le confinement qui est appliqué est assez strict en France?
Quand on voit que quand une personne continue à travailler, on a l'impression que la vie n'est pas comme au premier confinement finalement. On a voulu avoir un confinement qui soit moins catégorique et moins serré que le premier, à savoir qu'il faut quand même avoir entre la prise de conscience de l'épidémie et la prise de conscience de l'économie. Il ne faut pas qu'on ait une crise sanitaire, mais qui ensuite organise une crise économique et qu'on mette le pays à plat. Donc l'idée effectivement de continuer de travailler, et c'est normal, qu'il y ait des écoles et autres lycées qui soient ouverts, oui, à condition de se protéger. Donc dès l'instant où on se protège, il y a effectivement une possibilité de travailler. Alors la question difficile, c'est qui travaille et qui ne travaille pas. Et donc là, je vois venir effectivement le problème des commerces. Il est certain que les commerçants, lors du déconfinement, ont joué le jeu avec des protections sanitaires régulières dans leur commerce, à savoir qu'une personne à la fois dans le commerce, avec des distanciations sociales, avec le port du masque, etc. Donc là, on ne voit pas très bien pourquoi on resserre les liens et qu'on supprime effectivement l'entrée dans certains commerces. Je pense effectivement au commerce des jouets, au commerce des livres, etc., alors que les commerçants sont des gens responsables. Et il suffisait de leur imposer encore des règles sanitaires précises. Tout à fait. Tout à fait. Donc maintenant, moi, je vais juste rebondir. On sait, comme je dis toujours, vous faites partie, vous êtes vice-président à l'Assemblée de la Commission santé au niveau de l'Assemblée nationale encore. Et pouvez-vous nous dire quel est le rôle de cette commission dans le cadre de la crise sanitaire? C'est une commission d'enquête qui a été déclenchée dès le mois de juin à la suite de la première crise, de la première période de janvier à mai à peu près. Donc c'est une commission d'enquête qui enquête sur la gestion et l'organisation de l'État dans cette crise épidémique. Donc c'est tout à fait logique, qui permet d'avoir des auditions de tous les ministres, des auditions des professionnels de santé, des auditions du conseil scientifique, de façon à juger la façon dont a été gérée cette crise et quelles seront des propositions que l'on pourrait faire après pour éviter lorsqu'il y aura d'autres pandémies, car évidemment, il y aura d'autres virus, on le sait très bien, dans les années à venir, puisque souvenez-vous qu'on a eu le H5N1, le H1N1, on a eu Ebola, on a eu plusieurs crises depuis une quinzaine d'années, et il y en aura d'autres. Donc, il faut qu'on apprenne régulièrement à savoir quels ont été les défauts et les qualités de l'organisation de cette lutte contre la pandémie du Covid-19. D'ailleurs, vous avez auditionné cette semaine Olivier Véran, le ministre de la Santé, et vous avez posé une question qui était très pertinente. Vous avez dit qu'il était porté à votre connaissance des décès liés à la Covid-19 et vraisemblablement, il serait plus lié à des pathologies antérieures, comme des cancers ou des choses comme ça, notamment dans les EHPAD. Qu'avez-vous pensé de la réponse d'Olivier Véran qui était un peu approximative finalement? Je crois qu'il a été à peu près dans mon sens, à savoir que dans le nombre de décès qui sont évoqués chaque jour à la télévision, nous avons une mortalité du Covid-19, mais qui occulte, qui cache la mortalité d'autres pathologies, à savoir qu'on ne parle pas des décès liés aux affections cardiaques, aux affections cancéreuses, etc. Donc il y a dans ce double mortalité, savoir exactement quelles sont les proportions de la mortalité hors Covid par rapport à la mortalité Covid. Donc, pourquoi j'ai annoncé cela, c'est que j'ai pu avoir à la mairie ou d'autres témoignages des permis d'inhumer, puisque les permis d'inhumer passent évidemment par des services municipaux, et de personnes, de familles dont les parents étaient décédés, des familles qui nous disaient mon père ou ma mère a été catalogué Covid-19 alors que
on n'a jamais eu de moindre signe du Covid-19, mais par contre qu'ils avaient des graves affections cardiaques ou diabétiques. Donc, savoir quelle est la réalité des choses, et c'est pour cela qu'il a été dans le même sens que moi, puisque Olivier Véran a dit que lorsqu'il y avait une personne infectée dans un EHPAD, dans une maison de retraite, on cataloguait tout le monde Covid-19. Donc voilà, il suffit de relire ce qu'il a dit. Donc il faudra, dans la commission d'enquête, savoir un petit peu à faire la différenciation entre les non-Covid et les Covid-19. C'est très important, c'est pour les chiffres, que les chiffres soient. Voilà. Eh bien, c'était pour savoir aussi, est-ce que vraiment le Conseil de défense prend bien en compte les avis de cette commission santé dont vous faites partie, justement? Une fois que la commission d'enquête aura rendu ses conclusions, comme toutes les commissions d'enquête, elles seront publiques et donc le gouvernement en prendra acte et possession et verra pour plus tard. Donc ça restera effectivement marqué comme dans chaque crise quand il y a une commission d'enquête. Alors évidemment, soit ça reste dans un tiroir, soit ça peut effectivement engager l'avenir pour de prochaines crises endémiques qui pourraient arriver plus tard. D'accord, tout à fait. Voilà. On va revenir un petit peu sur les commerces, on est passé assez rapidement. Sur les commerces, est-ce que vous pensez il y a certains maires en France qui ont signé des arrêtés municipaux pour autoriser leur commerce de centre-ville à ouvrir? Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là, par exemple? Je pense que de toute façon, ce n'est pas légal. Le problème, et il est là, c'est que l'intention est peut-être bonne, mais c'est hors légalité, puisque c'est l'État qui a déclenché l'interdiction de ces commerces. Donc, un mairie ne peut pas passer outre. En plus, le maire est officier ministériel, un officier qui doit respecter les règles de la République. Donc, il est certain qu'on a bien vu que la Cour, le tribunal administratif cassait tous ces arrêtés qui sont illégaux. Donc, ce qu'il faut par contre, c'est que l'État prenne conscience de tout cela et puisse essayer d'améliorer la situation. Je pense qu'il va l'améliorer dans les jours qui viennent, puisqu'il y a une révision autour du 15 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour voir un petit peu comment il faudra réagir par rapport à ces inquiétudes. Mais les inquiétudes sont tout à fait légitimes. Mais on ne peut pas aller outre par des arrêtés qui sont illégaux. Parce que c'est vrai, surtout ce qui ressortait des commerçants avec lesquels nous avons pu discuter, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils sont fermés alors qu'ils reçoivent 1 ou 2 clients à l'heure, alors que vous avez des grandes surfaces, des centres commerciaux qui reçoivent 500 ou 1000 personnes à l'heure. C'est ça vraiment qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais ça, c'est totalement injuste. Le problème de cette injustice doit être réglé, et normalement, elle devait être réglée ces jours-ci ou hier, de façon à ce que ces grandes surfaces ne puissent pas faire de la concurrence avec les petits commerces qui sont, eux, fermés. Donc, il faut rester dans la légalité de ce qui est voulu, à savoir simplement l'ouverture de produits essentiels, en particulier alimentaires, l'informatique, et puis j'en passe d'autres qui sont tout à fait essentiels, alors que d'autres sont fermés. Alors, il est vrai que les livres doivent être tout à fait respectés, que les jouets doivent être respectés, puisqu'il y a une réelle concurrence entre les petits et les grands. D'accord. Moi, je vais juste revenir sur, comme je l'explique toujours, M. Jean-Pierre Dehors, notre député, il ne faut pas oublier que aussi, qui est cardiologue et homme politique. Vous avez mené, j'avais vu la dernière fois, pendant la première crise, vous avez porté volontaire justement pour seconder les chambres pendant la première crise du Covid-19. Pouvez-vous nous en parler plus? Quelles étaient vos motivations pour remettre cette blouse et retourner justement sur le terrain? Sur le terrain de l'hôpital? De l'hôpital, oui. Oui, j'avais proposé de pouvoir aider l'hôpital au niveau de services de réanimation, au niveau de l'accueil. Donc, j'avais fait la proposition au chef de service de réa et au directeur de l'hôpital. Donc, ils pouvaient compter sur moi pour pouvoir agir au niveau des accueils, en particulier au niveau des accueils téléphoniques ou au niveau des accueils physiques, s'il y avait besoin. Mais loin de moi la possibilité de reprendre du soin au niveau de
l'intérieur du service de réanimation, car effectivement, j'ai passé l'âge, m'a-t-on dit, j'ai dépassé l'âge pour pouvoir faire partie de ce qu'on appelle la réserve sanitaire. Mais par contre, de pouvoir aider et se remplacer, par exemple, encore hier soir, j'ai eu le contact avec le chef de réanimation qui m'a donné les chiffres des patients en réanimation, des patients qui ne sont pas en réanimation et quel est leur état médical. Donc voilà, tous les jours, tous les 2 jours, j'ai contact avec eux pour savoir où nous en sommes. Alors aujourd'hui, on est où, Monsieur Dor, sur les capacités d'accueil en réanimation au CHAM de la nuit? Eh bien, pour l'instant, nous avons à l'hôpital de Montargis 12 lits de réanimation et il y a 10 patients qui sont étiquetés Covid-19 en réanimation, mais il y a environ 2 personnes qui régulièrement sortent chaque jour. Par contre, il en rentre 1 ou 2, donc ça permet d'avoir encore 2 à 4 lits de disponibles. Et à côté, nous avons une zone Covid-19, qui est une zone simplement médicalisée, où il y a quelques patients, mais qui ne sont pas dans un état dégradé qui nécessiterait évidemment le passage en réanimation. Donc, nous avons des inquiétudes à savoir si dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir une augmentation ou non de cette épidémie. Alors, espérons et croisons les doigts pour qu'il puisse y avoir une amélioration dans les jours à venir. Et moi, Voilà. pour ma dernière question, Monsieur Jean-Pierre Dor, c'est moi, j'ai toujours vu que vous avez été maire, président de l'agglo, et que ça, c'est plutôt politique hein, quand je parle de ça. On a vu que vraiment, vous avez géré la ville comme il se devait avec votre équipe. Et aujourd'hui, on a vu justement une autre manière dans l'agglomération de faire de la politique. Et vous, comment vous percevez aujourd'hui la situation aujourd'hui? Oh ben, là, je ne jugerai pas, hein, cher monsieur, je ne jugerai pas mes successeurs. Bon, ils ont été élus, donc je respecte le suffrage universel. Bon, je les connais, il m'arrive de les rencontrer ou s'ils ont besoin de conseils ou autres, je suis à leur disposition, mais je ne jugerai pas. Effectivement, c'est au suffrage universel de juger quel a été le résultat de cette élection récente. Donc voilà, je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'on ira toujours dans la voie d'amélioration et de projet. Tout à fait. Tout à fait. Moi, quand je parlais, ce n'est pas une question de juger, mais c'est plutôt ce qu'on a entendu, les vagues, aujourd'hui, quand on parle politique, ce n'est pas comme à l'époque quand vous étiez là, ce n'est pas spécialement l'équipe qui a été élue, c'est pas l'universel, bien sûr que non. Je parle aujourd'hui, quand on parle politique, aujourd'hui, je vois que oui, les élections là qui viennent de se passer, il y avait eu beaucoup de mouvements qui venaient de partout. C'est de ça que je parle justement. Mais pas justement le maire qui a été élu et son équipe. Oui, non, mais je pense au niveau de la mairie comme de l'agglomération. Je pense qu'il faut faire confiance donc au suffrage universel. Bon, les électeurs ont choisi, ont voté. Donc maintenant, je pense que tout devrait évoluer je l'espère, et que ce soit positif. Très bien. Merci en tout cas. Voilà. Monsieur Dor, merci Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette petite interview. Surtout que vous devez être débordé de travail en ce moment avec votre rôle de vice-président auprès de la commission de santé. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Bon courage. Au revoir, monsieur Dor. Donc voilà, c'était la petite. On a eu donc Jean-Pierre Dor qui était avec nous. On a pu lui poser quelques questions. J'espère que ça vous a répondu un peu à vos interrogations. Comme disait Ayouba au début de la vidéo, on a pris contact donc avec des commerçants. On a vu vraiment d'un sentiment de colère et un sentiment de crainte. La colère, comme on l'a évoqué avec monsieur le député, de voir que la grande distribution restait ouverte, et alors qu'eux ne pouvaient pas ouvrir, alors qu'il y avait vraisemblablement, d'après leur dire, beaucoup moins de risques de contamination quand on se trouve à 2 ou 3 dans un magasin que quand on se trouve à 100 ou 200 personnes dans un hypermarché. Je pense que leur réaction, enfin leur réflexion est bonne, et je pense que le gouvernement devrait annoncer des mesures d'ici mi-novembre, comme on a pu le voir. Et la crainte, effectivement, parce que les commerçants font entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires durant les périodes de fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, Noël arrive à grands pas,
et la zone d'ombre qui plane sur l'ouverture des magasins se noircit de jour en jour avec le nombre de cas Covid qui explose en France aujourd'hui. D'accord. En tout cas, on tenait à remercier M. Jean-Pierre Dor, député justement à l'Assemblée nationale, qui a accepté et honoré justement notre invitation et vous dire que ça, c'est l'émission justement qui va être, vous allez la voir une fois par semaine, où ça concerne justement l'actualité de la semaine. Et c'est toujours sur TMVL avec d'autres projets derrière, d'autres émissions, avec même d'autres présentateurs qui sont en route. Donc, restez connectés sur votre chaîne TMVL, Télémontargis Val-de-Loire. Ça nous fait plaisir de vous donner les informations en heure et en temps de notre agglomération montargoise. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.